Le timing. Donc déjà, bonjour à tous. Donc là, je vous proposais aujourd'hui un live plus axé parentalité où je vais aborder avec vous 3 points essentiels qui concernent la parentalité, enfin dans le cadre de la parentalité, qui sont la gestion des émotions de l'enfant et du parent, qui sont les problèmes les plus souvent rencontrés dans les situations désagréables que peuvent rencontrer les parents et les enfants. Et puis enfin, dernier point, troisième point, sur la communication parent-enfant, parent-ado. Voilà, des petites pistes déjà pour essayer de vous apporter des outils pour peut-être améliorer les relations et la communication que vous pourriez avoir au sein de votre famille. Voilà. Donc alors, si je commence du coup par le premier point, la gestion des émotions et des parents et des enfants. Alors, déjà, moi, ce qui me paraît important de vous communiquer aujourd'hui, c'est la gestion des émotions pour un enfant. Ce qu'il faut déjà comprendre, c'est qu'il n'y a globalement pas ou peu de gestion des émotions pour un enfant et pour un ado. Alors, je vais faire la différence entre les jeunes enfants, les enfants et après les pré-ados-ados. Parce que la manière, ce qui se passe, la gestion des émotions est complètement différente et dans ce qu'ils vivent aussi, c'est complètement différent. Alors, si on prend les enfants de 0 à 4 ans, alors 0 bébé aussi, hein, on a des émotions, on les exprime beaucoup par les pleurs, les choses comme ça, mais bon, je le prends quand même en considération. Donc, entre 0 et 4 ans, l'enfant n'a absolument aucune possibilité de gérer ses émotions, pour une simple et bonne raison qui est une raison en fait physiologique. Les émotions sont traitées par le cerveau, par différentes parties du cerveau, etc. Et il y a une partie préfrontale qu'on appelle ici précortex, cortex préfrontal plutôt, qui intervient chez les adultes dans la manière de raisonner, dans la manière d'appréhender les situations qu'on rencontre, dans la manière de relativiser, dans la manière de prendre de la distance par rapport à certains événements, etc., etc. Cette partie du cerveau est complètement absente et immature chez le cerveau des enfants. C'est la raison pour laquelle, quand ils vivent une émotion, et ils en vivent diverses, il y en a des dizaines et des dizaines, quand ils vivent une émotion, déjà ils la vivent de manière démesurée, en tout cas c'est le ressenti que peuvent avoir certains parents, parce qu'en fait ils n'ont pas cette partie préfrontale qui permet de réguler en fait le niveau des émotions. Ils n'ont aucun niveau de régulation, de raisonnement, etc. Donc en fait ils vivent leurs émotions bien souvent comme des tsunamis émotionnels qui font que par moment vous allez avoir un enfant qui, quand il va être frustré ou quand il va être en colère ou quand il va être triste, etc., va se rouler par terre, va faire des crises monumentales. Ça ne sont bien évidemment ni des caprices, ni des manières exagérées d'exprimer les émotions. C'est comme ça qu'ils les vivent réellement. Alors après, en fonction des enfants, vous allez avoir des enfants qui vont plus ou moins exprimer fortement leurs émotions, mais globalement, c'est quand même comme ça qu'ils les vivent. Donc ça, c'est entre 0 et 4 ans. Ensuite, entre 5 ans et 11 ans, 10-11 ans, on est dans une partie de l'enfance que moi j'appelle vraiment l'enfant. Voilà. Et donc là, on a les enfants qui commencent un petit peu à comprendre comment ils fonctionnent, qui commencent un petit peu à gérer un petit peu mieux leurs émotions, déjà parce qu'ils sont obligés de vivre en collectivité avec l'école, la maternelle, puis l'école primaire, etc. Et puis parce qu'au niveau du développement cérébral, en fait, il y a déjà des choses qui sont en train de se passer, qui sont en train de se forger et qui font que, en termes d'émotionnel, ils arrivent un petit peu plus à réguler ce qu'ils vivent et surtout ils arrivent à exprimer un petit peu plus ce qu'ils ressentent parce que maintenant ils parlent, ils sont en mesure de mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, donc il y a un vrai échange qui peut se passer et ils peuvent exprimer du coup plus clairement, en tout cas plus aisément ce qu'ils vivent, si tant est qu'on les aide en tant que parents. Donc voilà, donc ça c'est la période de l'enfance. Donc pendant cette période-là, généralement les enfants, il y a plein d'émotions, c'est pas toujours évident en tant que parent, mais les émotions sont exprimées plus ou moins, en tout cas en tant que parent, on peut être un guide pour ça, pour pouvoir les aider à exprimer les émotions qu'ils ressentent. Après, on rentre dans une autre partie qui est la préadolescence. Donc là, ça bouge un petit peu, mais ça va encore. Et après, il y a l'adolescence. Et alors là, l'adolescence, on se retrouve encore dans une autre partie du développement où là, on a toujours la partie du cortex préfrontal qui n'est pas mature. Et on a un enfant
ado en l'occurrence, qui est submergé par tout un tas d'émotions. Alors pas de la même manière que quand il est enfant, mais il est submergé par plein d'émotions parce qu'il est beaucoup en réaction en fait avec plein de choses. Alors, il peut être dans la rébellion, il peut être dans la fuite, il se cherche beaucoup. C'est une période où l'enfant ou l'ado se cherche beaucoup, et par confrontation avec ses parents, et par comparaison avec les potes, etc., etc. Et donc c'est un tsunami émotionnel. Et puis parce qu'au niveau hormonal, il y a plein de modifications à cette période-là qui se passent, qu'il a du mal à gérer il a du mal à gérer son apparence, il a du mal à gérer ses mouvements, il a du mal à gérer ses modes de fonctionnement qui changent, etc. Il se cherche, il est un peu perdu, et du coup il se trouve souvent submergé par les émotions qu'il dépasse, sans pouvoir forcément bien les exprimer, parce que même si pour le coup il est capable plus facilement de dire l'émotion qu'il ressent, il n'empêche qu'il a tendance à la dire. Vous avez des ados souvent qui parlent ouais comme ça, machin, qui sont très... un peu dans l'agressivité, dans la provocation, etc. Mais c'est parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à gérer du tout leurs émotions. Voilà, donc globalement, ce sont les étapes de développement de l'enfant, et donc avec à chaque fois des explications sur leur manière de gérer en fait leurs émotions. Pour information, le cerveau est totalement mature à l'âge de 25 ans. C'est-à-dire que toute personne avant l'âge de 25 ans n'est pas en mesure de gérer correctement ses émotions, justement parce que cette partie du cortex préfrontal n'est pas mature, et donc il est incapable, l'adulte est incapable, la personne est incapable de gérer les émotions de manière saine et de manière correcte. Après, je ne parle même pas là des personnes qui n'ont même pas la possibilité de gérer leurs émotions à l'âge adulte, mais pour différentes raisons, parce qu'enfant on leur a pas appris, leurs parents ne leur ont pas appris à gérer les émotions, parce qu'au contraire ils ont été habités toute leur enfance et leur adolescence par des sentiments de colère, et à l'âge adulte par exemple sont des personnes qui ne vont absolument pas gérer la colère, absolument pas gérer par exemple la frustration, les choses comme ça. Donc voilà, vous avez des adultes qui gèrent aussi très mal leurs émotions, mais là c'est plus lié en fait non pas à des circonstances biologiques, physiologiques, hormonales, métaboliques, etc. mais vraiment à des raisons qui sont liées à un vécu qui n'a pas été toujours optimal pour le développement de l'enfant. Donc ça c'est autre chose, et ça je ne l'aborderai pas aujourd'hui. Mais donc voilà, donc toujours est-il que voilà, je vous ai expliqué en fait les différentes étapes de l'enfant et la gestion des émotions. Pour information, là aussi, en fonction des âges, vous allez avoir différentes émotions qui vont être prédominantes. Par exemple, chez l'enfant entre 0 et 4 ans, alors le bébé, je ne le mets pas parce que là, les émotions qu'il a, ça peut être très varié en fonction de ce qu'il vit, mais on va dire que globalement, voilà, ce qu'il vit, c'est la douleur, par exemple, il peut ressentir de la douleur, même si c'est pas une émotion, mais du coup, la douleur peut faire qu'il va ressentir une émotion de tristesse, de peur, d'angoisse. Il peut ressentir aussi un sentiment quand il est loin de ses parents, parce qu'il y a un fort attachement, besoin d'attachement à ce moment-là. C'est la peur de plus voir son parent, etc., dans la même pièce. Voilà, donc globalement, c'est ces émotions-là en priorité. Après, entre la période du nourrisson jusqu'à 4 ans, on va dire que l'émotion quand même qui prédomine, c'est la frustration en fait. Vous avez des enfants qui ont envie de faire des choses, qui ont envie de découvrir des choses, qui ont envie de toucher à des choses, qui ont envie d'avoir un certain type de comportement, de parole, et qui sont très drivés par les parents, et en fonction de l'éducation qu'ils vont avoir, ils vont développer une plus ou moins grande frustration. Alors la frustration sera toujours là, mais elle va être par exemple un peu plus importante pour des enfants qui ont des parents qui sont assez autoritaires, avec un cadre assez strict, etc., et qui limitent un petit peu l'autonomie de l'enfant, par exemple. Là, il peut y avoir beaucoup de frustration. La frustration, un enfant, comme il ne sait pas l'exprimer, même les adultes, par quelquefois, ne savent pas l'exprimer, donc c'est pour vous dire, mais toujours est-il que la frustration, comme ils ne savent pas l'exprimer, elle va très rapidement se transformer en colère. Et ça, je pense qu'en tant que parent, vous pouvez tous le constater. Quand vous dites non à un enfant pour quelque chose, généralement vous pouvez être sûr qu'il va vous faire une petite crise, ou il va vous montrer son mécontentement, mais d'une manière qui est plus représentative de la colère qu'autre chose. Voilà. Donc globalement c'est ça. Après il y a d'autres émotions, il peut y avoir aussi à l'âge de 3 ans on a du mal à se séparer en fait. 2-3 ans, on peut avoir du mal à se séparer en fait
de papa-maman, par exemple quand on va à la crèche, à l'école maternelle, etc. Il y a des pleurs, des choses comme ça. Bon, là, ça, c'est la peur de l'abandon, la peur de plus voir papa-maman. C'est des choses naturelles, même si on vit pas de l'abandon au sein du foyer. Et puis après, les émotions que l'on vit après, sont des émotions très variées, comme peuvent les vivre les adultes. Hein. Donc là-dessus, je vais pas détailler plus que ça. En tout cas, à l'âge, les enfants, les ados, les adultes aussi, hein, ce que je dis pour les enfants est bien évidemment aussi valable pour les adultes, dans ce que je vais dire là. Il faut réussir à comprendre que toutes les émotions désagréables que peuvent vivre vos enfants, et donc exprimer vos enfants, viennent toujours en lien avec un de leurs besoins ou des besoins qui ne sont pas comblés. Ce que je veux dire par là, c'est que toutes les émotions désagréables, tout ce qu'ils peuvent ressentir, de la tristesse, de la colère, de la frustration, d'un sentiment d'impuissance, quelquefois il y a des enfants d'ailleurs quand ils sont jeunes qui s'énervent en fait quand ils n'arrivent pas à faire quelque chose, c'est parce qu'ils ont l'impression de ne pas être capables, c'est un sentiment d'impuissance, de ne pas réussir, etc. Et ça aussi, ça peut les mettre dans la colère. Mais bon, toujours est-il, pour en revenir à ce que je disais, c'est que toutes les émotions désagréables sont liées à des besoins qui ne sont pas comblés. Donc avant de vouloir absolument éliminer l'émotion en question, il faut essayer de faire en sorte que l'enfant arrive bien à vivre l'émotion qu'il traverse en fait, à la fois qu'il accepte de la vivre, qu'il arrive progressivement à l'exprimer, que ce soit verbalement, ou même il y a des parents maintenant, il y en a beaucoup qui viennent par le langage des signes. Voilà, ça typiquement ça peut être une manière d'exprimer assez rapidement ce qu'ils peuvent ressentir sans avoir encore la capacité de parler. Et puis c'est d'essayer après de faire le lien avec finalement l'aider à trouver ce qu'il voulait faire et qu'il ne peut pas faire ou qu'il n'arrive pas à faire. Voilà. Donc ça c'était pour les émotions de l'enfant. À côté de ça, quand on a des problèmes en termes de relation avec ses enfants, et on a des problématiques dans le fait, on se sent démuni en tant que parent par rapport à les émotions des enfants, bien souvent, à ce moment-là, il faut revenir en lien avec nos propres émotions. Et alors moi, je constate, en cabinet de consultation, dans les formations, les ateliers que je fais, en parentalité, etc., en communication non violente, je constate une chose, c'est que bien souvent, et je me mets dans la boucle aussi, de toute façon, mais bien souvent, très souvent, voire trop souvent, en fait, les parents sont impactés par les émotions de l'enfant. Alors j'aurais tendance à dire c'est normal, on n'est pas insensible, donc forcément si on voit nos enfants vivre des émotions désagréables, parce que les émotions agréables, je les mets de côté, en général ça se passe bien. Mais les émotions désagréables, dès qu'on voit nos enfants dans la souffrance, on a tendance à être impacté, à ce que ça nous fasse mal, qu'on ait envie de les aider, qu'on ait envie de trouver des solutions, etc., pour les aider. Et donc du coup, en fait, on a du mal à leur laisser l'entièreté de ce qu'ils vivent, tout en les accompagnant uniquement. On a tendance à beaucoup déborder sur notre rôle à ce moment-là, sur le rôle qu'on devrait avoir, mais je vais en parler plus tard. Donc toujours est-il que quand on voit nos enfants qui vivent des émotions désagréables, en fonction des âges, on va réagir différemment. Mais globalement, ça va générer, alors je vais vous en donner quelques exemples, mais ça va générer quelques émotions. Ça peut générer par exemple du stress, de l'angoisse, sensation d'être démuni, sentiment une émotion qui pourrait être un sentiment d'impuissance. À force peut-être de surmenage ou à force de surcharge mentale, à force de vouloir gérer trop de choses, à force de vous sentir démuni, de ne pas avoir confiance en vous en termes de parents, etc., vous pouvez aussi ressentir bien évidemment de la fatigue. Alors ça, la fatigue parentale, elle est réelle, elle n'est pas à négliger, mais en tout cas, elle n'est pas forcément liée aux émotions de l'enfant, mais en tout cas, celle du parent, elle existe, cette fatigue-là, il faut la prendre en considération. Après, donc je vous disais, les émotions liées à de la surcharge mentale, à du surmenage, etc. Vous pouvez avoir des sentiments de culpabilité aussi, quand vous avez des émotions qui vous submergent et que vous avez un comportement qui n'est pas adapté envers votre enfant. Beaucoup de parents, tous les parents vont vivre de la culpabilité. Après, vous avez aussi, le parent peut vivre un petit peu toutes les émotions qui peuvent exister en fonction de son vécu.
J'entends par là, et là j'en reviens souvent à ça, mais en fonction de l'éducation que vous avez reçue, de votre vécu aussi en tant qu'enfant, la relation que vous avez avec vos parents et des situations que vous avez rencontrées, vous pouvez, vous savez, avoir ces fameuses tendances qu'on appelle aussi des blessures, des traumas, de rejet, d'abandon, d'humiliation, d'injustice ou de trahison. Et en fonction de ce que vous avez vécu majoritairement en tant qu'enfant et du tempérament que vous avez, vous allez développer, vous allez vivre des émotions qui vont être liées à votre vécu et pas forcément, liées à la situation en elle-même avec votre enfant. Donc ça, après, au-delà d'être très souvent, voire trop souvent impacté par les émotions de vos enfants, il y a aussi le fait que quand vous êtes très impacté par l'émotion de votre enfant, vous n'êtes pas en fait centré sur l'enfant et sur ce qu'il est en train de vivre et comment l'aider à vivre son émotion et la problématique qu'il rencontre. Vous êtes du coup très centré, très submergé par votre propre émotion et du coup ça biaise un petit peu votre manière de pouvoir aider votre enfant. Et donc forcément du coup derrière vous n'êtes pas neutre en fait, vous n'êtes pas forcément l'accompagnant que vous avez envie d'être. Après du coup dans ces cas-là, moi j'aurais tendance à dire, ce que je conseille toujours, c'est d'essayer de bien faire la différence entre quelles sont les émotions que je vis par rapport à la situation et quelle est l'émotion ou quelles sont les émotions de mon enfant. Essayez vraiment de bien scinder les deux en fait, parce que c'est pas forcément la même chose. C'est sûr que si mon enfant est en colère et m'agresse, alors là c'est plus mon enfant ou mon ado en même temps, hein. S'il est en colère contre moi, forcément les neurones miroirs vont faire que je vais avoir tendance aussi à moi aussi me mettre en colère, d'autant plus si on me parle mal, qu'on me manque de respect, etc. Ça c'est certain. Mais en même temps, il faut réussir à vraiment à différencier les problématiques. Pourquoi moi je suis en colère ? C'est pas forcément la même raison, c'est même la plupart du temps pas la même raison que la raison pour laquelle mon enfant est en colère contre moi. Voilà. Donc ce que je veux vous dire, c'est que vraiment essayer de bien scinder les émotions que vous vivez de celles que vit votre enfant à ce moment-là, et du coup forcément essayer de différencier les problèmes. Après, c'est quand votre enfant, je vous disais tout à l'heure, quand votre enfant vient vous voir, ou en tout cas que vous constatez que votre enfant ne va pas bien parce qu'il est submergé, il vit une émotion désagréable et qu'il n'arrive pas à l'exprimer, il n'arrive pas à gérer, je vous ai dit tout à l'heure, c'est toujours en lien avec un besoin chez lui qui n'est pas comblé, ou qu'il n'arrive pas à combler. Et donc, vraiment, le warning que j'aurais tendance à vous dire, c'est essayer de ne pas prendre l'émotion de votre enfant. Alors ça, c'est pas forcément facile, mais essayez vraiment de ne pas être trop submergé par l'émotion de votre enfant et surtout, essayez de ne pas vouloir régler le problème de votre enfant à sa place, pour différentes raisons que je vous expliquerai après. Voilà, donc globalement, en termes d'émotions, voilà, c'était les choses sur lesquelles je voulais attirer votre attention et vous apporter des points un petit peu théoriques et de compréhension pour que vous ayez peut-être déjà un petit peu un regard différent de votre enfant quand il est dans une émotion et du coup que ça vient forcément vous impacter. Après, le deuxième point, c'est les problèmes qui sont les plus souvent rencontrés quand on est face à un enfant qui vit une émotion désagréable. Alors là, je ferai une parenthèse aussi, c'est que quels sont les problèmes rencontrés ? Je ne traiterai pas ici d'un cas particulier que je rencontre de plus en plus, qui est le cas des enfants qui peuvent être diagnostiqués ou pas encore, mais en tout cas qui peuvent avoir des syndromes ou des comportements qui sont liés à des syndromes de TDA ou TDAH, c'est-à-dire troubles du déficit de l'attention ou troubles du déficit de l'attention avec de l'hypersensibilité, ou alors des enfants qui ne sont pas des TDA mais qui sont ultra sensibles voire hypersensibles, parce que ces enfants-là ont une manière de gérer les émotions qui est encore bien particulière, et là je ne le traiterai pas parce que ça mériterait même de faire presque un live rien que pour ça. Voilà. Mais je sais que les parents d'enfants comme ça, s'il y en a parmi vous, c'est très compliqué à gérer parce qu'on est face à des enfants qui sont submergés vraiment encore plus que les autres par leurs émotions. Et d'ailleurs, c'est dans le désagréable, des émotions désagréables, mais aussi dans les émotions agréables, qui ont énormément de mal à les gérer et qui font des crises absolument mais
énorme, monumental, avec quelquefois on ne peut même pas les toucher en tant que parents, parce que tellement ils sont en crise, ils veulent s'isoler, donc en fait ils sont dans une posture de à la fois non maman, papa, tu me touches pas, et très en colère et à vouloir s'isoler, et en même temps à venir chercher quand même de l'aide de papa et maman. Donc c'est une situation vraiment très très complexe, et donc là je l'aborderai pas. Mais à la rigueur, s'il y en a certains d'entre vous qui sont concernés par ça, envoyez-moi des petits messages en message privé, ou alors mettez-moi des commentaires quand je vais mettre le live en replay, parce que je pourrais certainement vous donner un petit peu des pistes. Voilà. Mais donc, les problèmes souvent rencontrés, ce sont alors, notamment des parents qui ne savent pas déjà gérer leurs propres émotions. Donc du coup, forcément, vous imaginez bien que gérer les émotions de leurs enfants, c'est d'autant plus compliqué. Il y a certains parents qui ont énormément de mal à accepter les émotions de leurs enfants, parce que pour certaines émotions, ça leur rappelle trop ce qu'ils ont vécu eux-mêmes enfants, et du coup ça les réimmerge dans une situation de souffrance, et c'est tellement une source de stress et d'émotions plus que c'est ingérable pour eux. Après, à côté de ça, vous avez la problématique des parents qui veulent gérer les problèmes de leurs enfants. Alors ça, en plus, c'est une déviance de comportement qu'on a un peu tous. C'est-à-dire que quand vous avez votre enfant qui arrive avec une émotion qui le submerge, une émotion qui n'est pas agréable pour lui, bah forcément déjà, c'est ce que je disais tout à l'heure, même si on essaye de s'en préserver, on est forcément quand même un petit peu impacté. Et en fait, nous pouvons avoir tendance en tant que parents de vouloir gérer déjà l'émotion de l'enfant et gérer du coup son problème. Sauf que là, je vais vous expliquer pourquoi c'est problématique. Quand vous avez votre enfant qui vient avec une émotion désagréable, le fait de vouloir tout gérer à la place de l'enfant, qu'est-ce que ça vient générer chez nous en tant que parents? Bien souvent, ça nous rassure. Voilà. On prend les choses en main, on est plus à même de pouvoir gérer ça, on le prend en main, ça nous rassure. Parce que aussi, ça peut nous permettre de régler le problème assez vite. Voilà. Pour les personnes qui sont assez dans le contrôle, qui sont assez impatientes de manière générale, mon enfant arrive avec un problème, il est submergé par l'émotion, je vais régler son problème, comme ça, pouf, ça y est, c'est bon, je suis rassurée, mon enfant va mieux, le problème est réglé, allez hop, c'est bon. Donc du coup, par exemple, et là il y a des exemples, je sais pas, vous aidez votre enfant à faire ses lacets alors qu'en réalité il n'arrête pas de vous dire non, c'est moi maman ou c'est moi papa. Je m'habillais tout seul et non, vous l'habillez le matin parce que sinon on perd trop de temps et du coup vous risquez d'être en retard. Vous voyez, typiquement en fait là vous prenez en charge des situations qui peuvent générer des émotions désagréables chez votre enfant et vous réglez un problème à sa place en fait. Et ça c'est compliqué et c'est pas conseillé pour différentes raisons. C'est que vous ne l'aidez pas à gérer son émotion dans ces cas-là, parce que vous ne l'aidez pas déjà à la vivre, vous ne l'aidez pas à l'identifier et vous ne l'aidez pas non plus dans la résolution du coup de ce besoin qui n'est pas comblé et donc qui est un problème pour lui. Ce qui fait que à long terme, si en agissant comme ça, vous pouvez vous retrouver avec des enfants du coup qui ne savent pas gérer leurs émotions, qui ne savent pas exprimer leurs émotions, qui se coupent de leurs émotions, parce que si on ne les écoute pas, si on ne les accueille pas dans leurs émotions, certains enfants peuvent très bien inconsciemment imaginer que finalement c'est pas bien de vivre une émotion. Par exemple, si vous avez un enfant qui pleure et que maladroitement ou parce que vous avez été élevé comme ça, vous dites non mais par exemple un petit garçon, non mais un garçon ça pleure pas, bon, c'est sûr que vous n'aidez pas l'enfant à exprimer dans ses émotions avec ce genre de remarques. Et puis à côté de ça, le fait de régler son problème à sa place, qu'est-ce que ça génère? En fait, vous l'empêchez de gagner en autonomie. Vous l'empêchez de se rendre compte qu'il est capable de faire ce qu'il est en train d'essayer. Vous l'empêchez de vivre des échecs si vous faites à sa place. Donc en fait, vous jouez inconsciemment sur le long terme sur sa confiance en lui, enfin le développement de sa confiance en lui et le développement de son estime de lui. Et du coup, après, vous vous retrouvez avec des enfants qui ont du mal à prendre des décisions, qui attendent qu'on leur fasse les choses, etc. Et non pas parce qu'ils n'en sont pas capables, mais parce que vous les avez habitués à ça et qui s'imaginent ne pas être capables. Donc vraiment, je vous invite vraiment à être vigilant là-dessus. Après, un autre point qui est souvent rencontré, c'est les parents, alors je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais je vous le redis, les parents qui ont tendance à évincer les émotions de leur enfant. Alors, soit parce que c'est un schéma qu'ils ont vécu enfant, eux-mêmes, les parents n'étaient pas à l'écoute, n'étaient pas dans l'accueil des émotions de leur enfant, donc vous avez été élevé comme ça et du coup vous avez tendance à faire pareil.
Sinon, ça peut être aussi parce que les émotions de votre enfant à ce moment-là est trop dur à supporter, donc vous allez avoir tendance à l'évincer parce que pour vous protéger en fait. Donc par exemple, vous pouvez l'évincer de différentes manières, en atténuant complètement, en minimisant en fait ce qu'il vit. Soit vous pouvez l'évincer en détournant son émotion, c'est-à-dire en lui disant non mais c'est pas grave, viens, allez viens, on va jouer, ou viens, vous allez faire un peu de la plaisanterie. Ou alors lui dire non mais arrête, c'est pas grave, ou des choses comme ça. Et dans ces cas-là, en fait, vous n'êtes pas du tout dans l'accueil et l'écoute à ce moment-là. Après, vous pouvez aussi avoir... les problèmes rencontrés, souvent aussi, ce sont les parents qui sont très sensibles aux apparences ou alors au regard des autres et qui vont, surtout en collectivité, bien évidemment, à la maison ce sera peut-être différent, mais en collectivité, dans les magasins, en collectivité, chez les amis, etc., devant d'autres parents, etc. Si vous êtes sensible au regard des autres, vous allez avoir tendance à péter un câble si vous avez un enfant qui fait une grosse crise, ou vous allez pas du tout être dans l'accueil de l'émotion. Après, il n'y a plus que 2 points importants que je voulais aborder avec vous. Après, il y a les parents. Les problèmes rencontrés sont les parents qui veulent, alors surtout ceux qui ont reçu un mode d'éducation très autoritaire et très strict, ceux qui ont envie de reproduire le même schéma, en fait, vous allez avoir envie que vos enfants obéissent coûte que coûte. Et du coup, alors ça, c'est très présent chez les parents aussi qui sont contrôlants. Et donc du coup, il y a une espèce de rapport de force qui peut se mettre en place. Il peut y avoir aussi des injonctions qui sont données de la part des parents sous forme de colère, avec des postures qui sont extrêmement dominantes, avec des formes de pouvoir, etc. Et ça, du coup, c'est pas non plus très prédisposé, en tout cas c'est améliorable pour essayer de développer une relation plus saine et plus à l'écoute de son enfant pour le rendre un petit peu plus autonome. Et puis, un dernier point souvent que les parents rencontrent et qui est problématique, c'est les conflits de fratrie. Voilà. Les parents, bien souvent, me disent « Moi, quand je vois mes enfants se disputer, se chamailler, c'est très compliqué, ça m'énerve, etc. » Et là, donc, effectivement, être témoin de conflits de fratrie, les parents peuvent avoir tendance à vouloir s'immiscer et sans le vouloir à prendre parti, à être eux aussi submergés par certaines émotions de saturation, d'énervement, de colère, de plein de choses qui font que là aussi dans la gestion du conflit dans la fratrie, les postures ne sont pas forcément optimales. Voilà, donc ça c'est globalement les problèmes les plus rencontrés. Alors après, si j'en viens au 3e point que je voulais aborder avec vous, c'était finalement quelle est la communication la plus saine et la plus saine. C'est pas que les autres sont malsaines, c'est pas ça, c'est pas très correct ce que j'ai dit. C'est plus quel est le type de communication la plus adaptée pour satisfaire les besoins de chacun et pour être dans un respect mutuel en fait. Alors vous savez que j'en parle souvent dans mes posts et vous le voyez aussi sur mes différents réseaux sociaux dans les posts que je fais. Moi, je prône la communication non violente ou la communication bienveillante ou la pédagogie positive. Il y a plein de termes divers et variés qui existent. Et donc, c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, dans ces modes de communication, il y a 3 points en fait qu'on essaye d'optimiser. Et encore une fois, il faut le faire à partir du moment où ça a du sens pour vous. Il faut vous poser des questions à partir du moment où le comportement que vous avez en tant que parent avec vos enfants peut ne pas vous satisfaire, peut vous mettre dans une situation de culpabilité, de mal-être, de manque de plaisir, de votre rôle de parent, etc. Et dans ces cas-là, c'est là effectivement où il faut vous poser des questions. Ou alors quand vous avez des comportements qui vous dépassent et que vous ne supportez plus. Par exemple, quand il faut répéter les choses 10 fois avant que votre enfant fasse ce dont vous avez besoin ou ce que vous avez envie qu'il fasse. Quand vous vous sentez très souvent dans la colère, quand vous avez l'impression qu'il y a un rapport de force, quand vous avez des enfants qui sont beaucoup dans les émotions et tout le temps à chouiner ou à pas être bien, là c'est qu'il y a quelque chose qui se passe mal et que vous n'arrivez pas à gérer. Si vous n'arrivez pas à vous exprimer autrement que dans la colère, autrement que dans les rapports de force, ou alors au contraire que vous baissez les bras parce que vous n'y arrivez pas, typiquement là il y a des postures à avoir et un mode de communication à avoir sur comment je peux communiquer avec mon enfant
ou mon ado. À chaque fois que je dis enfant, ça peut être ado aussi, hein, bien sûr. Mais comment je peux communiquer avec mon ado ou mon enfant pour m'affirmer, pour être ferme, mais avec bienveillance, c'est-à-dire sans rapport de force. Et comment je fais pour ne pas être laxiste si c'est pas ce que j'ai envie de faire. Après, il y a d'autres postures qui sont qu'est-ce que je dois faire ou comment apprendre à écouter vraiment son enfant. C'est-à-dire à l'écouter sans être trop impacté, ce qui fait que je ne peux plus être aidant ou aidante après auprès de mon enfant. Donc comment ne pas être trop impacté, c'est-à-dire comment je peux gérer moi mes propres émotions et quelle posture j'ai besoin d'avoir avec mon enfant pour être à la fois dans l'accueil de son émotion, à la fois dans le fait de l'aider à identifier son émotion, à la fois dans le fait de l'aider à identifier le besoin qu'il avait et comment l'aider à trouver ses propres solutions. Vous voyez, ce sont des postures, ce sont des choses qui s'apprennent. Après, c'est comment je fais pour gérer des conflits de fratrie, comment je fais pour gérer des conflits tout court où moi je peux me retrouver en désaccord avec mon enfant ou mon ado, comment je fais pour gérer ces conflits et que ce soit dans un mode de communication qui soit gagnant-gagnant, c'est-à-dire où à la fin la solution qui sera trouvée ou en tout cas la modification qui sera apportée sera bénéfique et acceptable pour chacune des personnes, c'est-à-dire à la fois moi en tant que parent et l'autre en tant qu'enfant ou ado, et qui n'est pas un perdant et un gagnant, ce qui est ça sur le long terme assez destructeur des relations. Donc il y a ça. Donc voilà, ça ce sont des choses qui s'apprennent et je ne vous cache pas que dans les générations précédentes, ça n'existait pas. Il faut être honnête, hein, dans les générations précédentes, les parents n'ont pas été écoutés par leurs propres parents, la plupart du temps, encore une fois, hein, c'est une généralité, mais c'est quand même assez fréquent. Les parents les parents sont des enfants qui n'ont pas été écoutés par leurs propres parents. Ce sont des parents enfants n'ont pas eu la possibilité de parler avec leurs parents parce que la communication n'était pas du tout celle qu'elle est aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est des parents qui avons besoin de communiquer avec nos enfants. Nous sommes des parents qui avons besoin d'expliquer pourquoi c'est oui ou pourquoi c'est non. Nous sommes des parents qui avons besoin d'être dans une relation, je pense, non pas d'égal à égal, parce que ça, c'est bien évidemment non, mais par contre, quand même avec un peu plus d'équité. Je pense qu'il y a un rôle de parent qui s'est complètement modifié là, dans notre génération, et qui ne faisait pas du tout partie de la génération de parents d'avant. Donc forcément, on se retrouve à avoir des schémas de fonctionnement avec nos propres enfants qu'on n'a pas appris et où on peut se retrouver perdu. Et donc c'est là où moi j'interviens et je vous dis voilà, il y a des possibilités de faire autrement en termes de communication, il y a des possibilités de gérer plein de situations différentes, il y a la possibilité de mettre des actions en place, d'apporter des améliorations pour en tant que parents se sentir mieux dans notre rôle de parents, dans notre manière de communiquer avec nos enfants, dans notre manière d'accompagner nos enfants et nos ados bien sûr, et tout ça, ça s'apprend. Voilà. Et donc dans mes posts, vous pouvez bien évidemment trouver plein de conseils et de pistes. Donc je vous invite vraiment à regarder, à trouver, à lire et voir s'il y a des choses qui pourraient vous correspondre. Et puis sinon, il existe des livres. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui lisent des livres sur la communication non violente, sur tout un tas de bouquins maintenant. On en voit, il y a un panel très très large. Moi je dis super, hein, c'est une première chose. Effectivement, lire, ça permet d'avoir des déclics, ça permet de se rendre compte qu'il existe d'autres manières de faire, d'autres manières de communiquer. Ça montre qu'il existe peut-être des manières de faire qu'on ne connaît pas. Et du coup, qui en lisant les méthodes, les approches, vont venir vous percuter, vous raisonner en vous et vous faire dire « Ah mais oui, mais voilà, c'est ça qui me manquait, c'est ça dont j'ai besoin, c'est ce parent-là que je veux être, c'est cette communication-là que je veux mettre en place. » Donc ça, pour moi, ce sont des déclics. Alors c'est super, vous avez plein d'explications dans les livres, c'est déjà un premier grand pas. Mais bien souvent, moi j'ai des parents qui après viennent me consulter ou me contactent et ils me disent voilà, c'est super, on a appris les choses, mais en fait j'arrive pas à les mettre en place. Ou alors j'arrive pas à les mettre de manière suffisamment pérenne en place. Et je dis oui, effectivement, ça c'est normal parce que c'est très compliqué, il y a une grosse différence entre la théorie et la pratique. Pour pouvoir le mettre en pratique de manière vraiment, vraiment optimale et que ça dure, en fait, il faut s'entraîner. Et pour s'entraîner, moi, je suis convaincue
il faut pratiquer en présence d'une personne qui est là pour vous guider, etc. etc. Alors, je ne vous cache pas que moi, j'ai fait beaucoup de formations, j'ai suivi beaucoup de formations en communication non violente, etc. Et pour être honnête, j'ai fait ça il y a des années. Mais ça a changé. J'avais lu plein de livres, j'avais rencontré aussi des psys, des pédopsies qui m'avaient donné des conseils, mais je n'arrivais jamais en fait à mettre ça vraiment en pratique sur le long terme. Et moi, j'ai vraiment eu un autre regard et j'ai eu d'autres habilités en termes de communication quand j'ai été suivie, en fait, j'ai suivi des formations par des personnes avec lesquelles j'ai fait des ateliers, des formations, des choses comme ça. Et là, à pratiquer pendant des heures, et bien là, ça a vraiment changé les choses. Et moi, ça a vraiment été révolutionnaire, quoi. C'est-à-dire que ça m'a provoqué en moi des déclics, ça m'a fait complètement changer le regard que j'avais sur la relation aux autres, ça m'a fait complètement changer le regard, mon rôle de parent. Alors je vous dis pas que tout est parfait, ce serait faux parce que la perfection n'existe pas, parce que par moment on a le droit d'être submergé, d'avoir des émotions et de pas avoir un comportement qui soit forcément adapté, mais en tout cas j'ai acquis des outils dont je me sers d'ailleurs dans ma pratique aujourd'hui en tant que thérapeute et que donc je transmets aux personnes qui viennent me consulter. Ça m'aide aussi dans ma pratique en tant que thérapeute, dans l'écoute que je peux avoir de mes patients et dans la communication que j'ai avec eux pour leur formuler des choses. Et puis, ça m'a aidé dans ma gestion, ça m'a aidé à m'affirmer auprès de mes enfants, ça m'a aidé aussi à m'affirmer dans toutes les relations que j'avais, que ce soit aussi dans mon couple, avec mes collègues, à l'époque, c'était déjà il y a de nombreuses années, donc avec les équipes que je gérais, etc. Et donc ça m'a appris aussi à écouter différemment, ça m'a appris à vivre mes émotions différemment, ça m'a appris à avoir beaucoup moins peur des conflits et donc du coup à oser dire les choses, ça m'a appris à gérer différemment les conflits. Enfin bref, ça a été vraiment révolutionnaire sur plein d'autres points. Donc vraiment, moi je vous invite à suivre ce genre de choses. Si vous avez la possibilité autour de chez vous de suivre des ateliers en communication non violente ou en communication bienveillante ou en parentalité, franchement, faites-le parce que c'est hyper bénéfique. Donc tout ça pour dire que aussi, c'est que je voulais aussi vous en parler, c'est que j'organise là, donc dans l'Hérault, un atelier en parentalité et aussi en conjugal, c'est-à-dire qu'il sera un atelier qui sera consacré à la communication dite non violente et où j'apporterai tout un tas je ferai tout un tas d'apports théoriques beaucoup plus détaillés que ce que j'ai fait là sur la gestion des émotions, sur comment je fais pour écouter mon enfant ou mon partenaire ou ma partenaire en étant dans une vraie écoute et où je ne vais pas résoudre ses problèmes à sa place ou alors où est-ce que je ne vais pas me sentir trop souvent impactée par les émotions ou trop souvent jugée ou trop souvent submergée par mes propres émotions. Comment je fais pour m'affirmer avec fermeté et bienveillance, comment je fais pour exprimer mes besoins, comment je fais pour dire à l'autre, à mon enfant, à mon ado, à ma partenaire, mon partenaire, à mes collègues que ce qui se passe, ce qui est dit, ce qui est fait ne me convient pas. Ça apprend aussi à quels sont mes besoins, à oser les formuler, à oser mettre en place des actions pour changer les situations qui ne me conviennent pas. Ce sont des situations, des ateliers aussi où on apprend à gérer les conflits, donc du coup à oser dire les choses. Ça apprend aussi à gérer les désaccords dans la fratrie. Enfin bref, vous voyez, c'est un apport, sont des apports hyper importants. Alors ce sont des groupes, en général, c'est pas en général, où il y a toujours une super dynamique. Il y a beaucoup de partage d'expériences, beaucoup d'échanges, de situations problématiques. Du coup, les parents, les couples se sentent beaucoup moins seuls dans ce qu'ils vivent parce qu'ils se rendent compte que finalement, beaucoup d'autres personnes vivent la même chose qu'eux, donc ça déculpabilise aussi beaucoup. Et puis, je fais beaucoup de jeux de rôle, de mise en situation qui peuvent être des cas concrets que les participants m'apportent et qui souhaitent que l'on traite pour trouver des solutions et les aider à gérer. Ou ça peut être des situations qui sont relativement classiques et moi que je mets sur la table et que je vous propose de gérer en situation réelle. Et ça, c'est de la pratique pendant 4 jours. Donc je peux vous dire qu'à la fin du compte, vous avez évolué rien que dans ces 4 jours-là et que derrière, à la maison et au travail, etc., les choses sont totalement différentes ensuite. Donc toujours est-il que, voilà, j'ouvre un atelier dans l'Hérault, à côté de Montpellier,
Donc c'est un atelier de 4 jours où vraiment c'est vraiment hyper complet, hyper riche, hyper théorique, hyper riche en expérience, hyper riche en pratique. Les dates, c'est le 12-13 février et le 19 et 20 mars. Donc vraiment, si vous êtes intéressé, si vous voulez plus d'informations, si vous voulez... Enfin, voilà, plus d'informations, si vous avez besoin ou si vous n'êtes pas du département, de la région et que vous voulez savoir s'il y a des possibilités d'hébergement, enfin, etc., le tarif, etc., n'hésitez pas à me contacter. Il reste encore quelques places. Et je sais, vu les personnes qui se sont inscrites déjà, je sais que l'atelier va être hyper riche parce que je me retrouve avec des parents, avec des couples, avec des professionnels aussi qui viennent, qui sont des professionnels de la petite enfance, mais pas que, qui sont aussi des professionnels de la psychologie, etc. J'ai des managers aussi. Donc l'atelier va vraiment être super riche. Donc si ça vous intéresse vraiment, réagissez et faites-le moi savoir assez vite parce que très rapidement, là, le groupe va être formé et il n'y aura plus de place. Voilà, donc... J'ai fait le tour, voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui en live. Maintenant, je vous laisse quelques secondes, quelques minutes. Là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire, que je vous y réponde en direct. Et puis sinon, bien sûr, je vous rassure sur le fait que ce live sera en replay sur mes posts Instagram. Je vais essayer aussi Facebook de le mettre dessus. Voilà. Donc, je suis à votre écoute, allez-y. Si vous avez des questions... on va attendre un petit peu là, voir si effectivement des choses arrivent ou pas. Déjà, est-ce que ça vous a appris des choses? Est-ce que ça vous a apporté des informations? Est-ce que ça vous a aidé ou pas? Voilà, dites-moi un petit peu. Moi, a priori, je vois pas de questions, donc écoutez, tant mieux. Sinon, n'hésitez pas à les faire en commentaire. Voilà, écoutez, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt dans mes posts, sur mes différents réseaux sociaux, ou par téléphone, ou par mail, etc., etc. À bientôt.